auditeurs, merci de nous retrouver pour votre émission Au Féminin. C'est l'émission qui donne le gouvernail aux femmes de valeur. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous chaque jour entre 12h30 et 14h pour ne rien manquer où que vous soyez. Vos rubriques alléchantes sont encore là aujourd'hui. Nous aurons en début d'émission le coup de gueule suivi du portrait de femme et bien sûr nous aurons l'invité du jour. Quand je l'ai dit, permettez-moi de saluer la femme de conviction qui nous accompagne chaque jour sur le plateau de Au Féminin. J'ai nommé Audrey Nga. Aujourd'hui encore, elle nous parlera de ses convictions, elle nous donnera les conseils sur le sujet inscrit bien sûr à l'ordre du jour. Audrey, bonjour et bienvenue sur le plateau du Au Féminin. Merci Larry, bonjour à toi, bonjour à nos très chers auditeurs et téléspectateurs. Comment tu vas ce matin? Alors je me porte bien, même si dans tous les cas je préfère ne pas prononcer le mot. Nous sommes en plein mois. Qu'est-ce qui se passe, Audrey? Il faut appeler Chacha. Alors c'est le 8 mars et nous sommes à Montrédio, on regarde les hommes de la maison, ils ne nous disent rien, ils nous demandent un retour. Pourtant, pour demander quelque chose à une femme, il faut déjà lui avoir donné en amont. Pour qu'elle te donne un rendement, on leur demande ici, non mais comment ça va se passer, vous ne donnez rien pour dimanche, c'est que non, c'est votre fête, c'est à vous les filles, à vous les femmes de la maison de nous recevoir et tout. Mais est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu raison, Audrey? Aussi. Parce que c'est notre fête, ils vont dire qu'ils nous donnent pendant 365 jours, 64, disons-le comme ça, et un seul jour de l'année où nous aussi, nous devons montrer que nous avons la main tendue. On demande encore à l'homme de faire tout. Mais c'est ça, la femme, ils vont faire comment? C'est le mal nécessaire, comme on dit souvent, Audrey. L'équipe technique donc, qui nous accompagne durant ce programme, nous avons à la réalisation Serge V, derrière les 1000 boutons de la console Elisabeth Blali, derrière ce micro de présentation, je suis Hilary Mingué, toujours prête à vous servir. Au Féminin, c'est parti pour aujourd'hui. Nous allons donc entamer directement avec la première rubrique, Audrey, le coup de gueule du jour. Hier encore, tu rentrais, tu marchais, Audrey, c'est la nuit et vous savez, dans la nuit, il y a beaucoup de monde. Voilà, à partir des 18h, tout le monde rentre chez soi. On a vraiment l'obligation et même la possibilité de voir beaucoup de choses qui se passent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier en rentrant chez toi, alors ce matin, en sortant de la maison? Alors, Hilary, en rentrant hier dans le taxi, un monsieur se plaignait de son épouse. Il dit qu'elle se néglige de plus en plus et il a déjà les idées d'aller dehors. Donc, il se plaint, il dit pourtant, elle était une belle femme, enfin, elle est une très belle femme. Et elle lui a déjà donné 2 magnifiques enfants. Il dit que ce n'est pas une raison, mais il veut revoir sa femme coquette comme au début. Donc, on va profiter ici sur le plateau d'attirer l'attention des femmes. Vraiment, notre coup de gueule vous regarde, les filles. Prenez soin de vous dans vos foyers pour pas que les hommes aient raison d'aller dehors, même si d'aucuns, même en ayant les femmes les plus apprêtées dans leur maison, n'hésite pas à aller dehors, mais vraiment, c'est pour vous-même déjà et ça vous permettra d'être un peu plus confiante et plus rassurée dans vos différents foyers. On dit souvent, Audrey, que l'homme est insatiable et ça veut dire que donner-lui toutes les belles femmes du monde, il en aura encore besoin. Dit-on souvent que l'appétit vient en mangeant, mais c'est quand même un gros coup de gueule, Audrey, à l'endroit des femmes aujourd'hui, parce que beaucoup d'hommes se plaignent et ce n'est pas anodin. Ils disent, quand on te rencontre, tu es toute belle, tu es toute coquette. Voilà, c'est ce qui nous a poussé à venir vers vous. Mais une fois déjà dans le foyer, dans la maison, c'est plus ça. Vous commencez à vous négliger, vous portez des polos délavés, vous portez des cabas. Les rips papa, les t-shirts. Voilà, des cabas, un cabas pendant 5 jours, vous préparez avec, vous essuyez même les assiettes avec, vous dormez avec, vous lavez avec. Vraiment, je ne reprends que les dits des hommes. C'est ce que moi j'ai entendu et tout. Ce qui fait que même si tu étais la plus belle femme, il ne voit plus cette beauté en toi et donc il préfère aller chez celle qui voit toujours coquette dehors. Et ils disent encore que c'est pourquoi les teas arrachent beaucoup plus les maris parce qu'elles sont toujours coquettes, elles sont toujours bien préparées. Elle-même est venue à dire que vraiment, Mathilde m'a appelé, elle a préparé le pangolin. Celle-là, elle là-bas, elle me dit qu'elle a préparé c'est la sauce tomate avec le poisson. Je fais quoi avec? Je m'en vais là-haut. Une façon de dire que la femme a tellement baissé les standards à la maison parce qu'elle se dit qu'elle est déjà, l'homme est déjà acquis et qu'elle n'a plus rien à prouver. Donc, ce qu'on va dire aux femmes aujourd'hui, c'est toujours garder le cap. Et la femme qui reste coquette
Audrey, dans la maison, fait toujours battre le cœur de son mari. Quand elle sort, le mari ne sait véritablement pas qui va l'approcher en route, même quand elle ne fait rien, au moins, elle garde un peu ce tonus-là dans la relation. Donc, quand tu es aux femmes aujourd'hui de ne plus se négliger, de se prendre en main, que ce soit dans le foyer, que ce soit avec les enfants, c'est pas facile, mais faisons le maximum d'efforts d'abord pour nous avant de plaire aussi à l'autre. Audrey, est-ce que toi tu es d'accord? Ça peut être ton coup de gueule, mais peut-être tu n'es pas d'accord avec ce que les hommes pensent. Après, c'est vrai qu'on souhaiterait que les femmes prennent soin d'elles dans leur foyer, mais à dire que leur mauvais comportement ou bien leur désir de conquête serait une raison d'aller dehors, non, que la femme serait sa raison d'aller dehors, non, c'est que les hommes aiment aller dehors, qu'ils aient les plus belles femmes au monde, vraiment, aller dehors sans citer le nom des femmes. Ils y vont parce qu'ils veulent y aller, mais la cause n'est pas la femme. Donc, très chers hommes, je ne suis pas vraiment très d'accord avec vous. Vous dites que la cheese est très apprêtée, c'est pourquoi vous investissez. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui rationnent beaucoup plus dehors qu'à la maison? Mais bien sûr, c'est pourquoi la tisa peut préparer du pangolin dehors et la femme de la maison prépare peut-être l'inam ou bien le coq. Et toi encore que ce n'est même pas une mauvaise nourriture. Il donne 15 000 dehors, il donne à la femme de la maison 3 000 francs. Voilà. Et que voulez-vous? À la femme de dehors, il donne 100 000 francs. Qu'après toi, la femme de la maison, il dit débrouille-toi. Si tu as un salaire, il cherche un habit là-bas et puis tu vas apporter. Et surtout que les tisas là, elles sont toujours très apprêtées, très coquettes qu'elles sont dehors. Mais quand elles deviennent les femmes à la maison aussi, elles ne sont pas les mêmes femmes de quand elles étaient dehors, hein, que les hommes arrêtent aussi de vouloir aussi souvent manipuler les femmes. Ils sont la cause aussi de leur désir de conquête. Ouais, voilà. Ils arrêtent de nous accuser. Donc, c'était le coup de gueule de ce matin. C'est Larry Chanty qui est venu avec ce coup de gueule. Vous savez, quand on apprend entre les taxis, on marche même dans la rue, on voit beaucoup de choses et ça nous inspire au quotidien pour nos coups de gueule. Donc, voilà, red flag à toutes ces femmes-là qui se négligent. Prenez soin de vous d'abord pour votre propre bonheur et tout, et après peut-être pour la personne qui est à côté de vous, parce que quand vous êtes propre heureux, la personne à côté de vous aussi peut ressentir ce bonheur-là. Voilà, donc comme je vous disais, donc chers auditeurs, on va passer à notre invité du jour, puisque j'ai dit ici dans Au Féminin, durant tout le mois de la femme, exceptionnellement, nous accueillons ici toutes les entrepreneurs vraiment qui veulent faire valoir leurs produits au quotidien. Donc, on va encourager ici la gente féminine à pouvoir oser, à pouvoir prospérer et à pouvoir franchir le cap et même souvent briser les barrières. Aujourd'hui encore, nous accueillons dans le studio de la Moredio 87.7 une jeune dame. Elle s'appelle Adira Aboubakar. Voilà, elle est entrepreneur, elle fait dans le henné, elle fait dans les cours de répétition, elle est multitâche, ce qui est déjà Audrey à saluer. Bonjour Adira et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci de m'avoir invité sur le plateau. Comment vous allez? Soyez détendus. Soyez véritablement détendus. Du micro. Voilà. Comment vous allez ce matin? Je vais bien, merci. Voilà, et vous, j'espère que vous allez bien. On va super bien sur ce plateau. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, c'est qui Adira Aboubakar en quelques mots? Bon, déjà, Adira Aboubakar, c'est une jeune entrepreneur passionnée par l'art et par l'éducation. Tirez votre chaîne. Allez-y. Oui, c'est qui Adira, oui, Aboubakar en quelques mots. D'accord, merci de m'avoir passé la parole. Déjà, Adira Aboubakar, c'est une jeune entrepreneur passionnée par l'art et par l'éducation. En quelques mots, c'est quelqu'un de très motivé, brave et qui aime faire les choses à la perfection. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre parcours? Parcours scolaire. De votre parcours, ce que vous avez eu à faire jusqu'à aujourd'hui.
peut-être en commençant au secondaire, en allant au supérieur et ce que vous avez eu à faire avant d'être l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui? D'accord, merci. Bon, déjà, je vais commencer par mon parcours scolaire. Oui, allez-y. Bon, déjà, j'ai fait le primaire à l'école Janice et j'ai fait mon secondaire de la 6e en 3e bilingue au lycée bilingue d'Emana. Puis, j'ai eu mon BPC avec une très bonne note. Puis, j'ai fait la seconde essai au lycée bilingue d'Emana et je suis partie terminer en première terminale C au collège franco-arabe. Déjà, l'esprit créatif et l'esprit d'entrepreneur, c'est dès le bas âge parce que je viens d'une famille une famille noble et ma mère, c'est une jeune commerçante. Déjà, dès le bas âge, elle nous a appris à chercher, à nous débrouiller. Elle nous a appris à chercher, à travailler dur pour avoir ce que nous voulons. Et j'ai commencé à vendre depuis le bas âge, disons même l'âge de 10 ans. Ma mère nous a appris à travailler dur pour avoir ce que l'on veut. Raison pour laquelle cette habitude, je l'ai cultivée dès le bas âge. Ouais. Donc, pendant les vacances, je me débrouillais, j'aidais maman au marché. Pendant les vacances, je me débrouillais, je vendais avec maman au marché. Pendant les week-ends, les temps de classe, je vendais maman au marché. Et j'ai cultivé en moi cette habitude-là jusqu'au secondaire. Déjà, en classe de première, ce n'était pas du tout facile parce que la situation à la maison avait presque changé. Et comme ma mère nous avait appris à nous chercher, j'ai eu à utiliser mes compétences. Disons, j'avais cette facilité-là de comprendre facilement l'école, les mathématiques et tout. Je me suis lancée au cours de répétition depuis la classe de première. Je tenais les élèves de la 3e. Ils me motivaient avec 200 à la fin des heures. Je travaillais avec eux. Et j'ai eu cette facilité de pouvoir transmettre parce que c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, de transmettre ce que j'apprends aux gens. Donc du coup, quand j'ai eu mon probatoire et mon baccalauréat, c'était une année assez triste pour les élèves de mon collège parce qu'on avait déjà eu une habitude de travailler ensemble. Oui, et quand je suis arrivée à l'université, c'était un autre monde parce que je suis partie vivre avec ma grande sœur. Et c'était plus comme à la maison, on mangeait à notre faim, on avait l'argent de poche, malgré qu'on cherchait, nos parents quand même, ils remplissaient ce rôle de parents. Donc ça a été véritablement un parcours de combattant pour vous. Comment est donc née votre passion pour le dessin de henné, puisque c'est dans ça que vous faites actuellement? D'accord. Bon, pour le henné, on peut dire comme c'est un autodidacte, c'est un truc que j'ai en moi dès le bas âge. J'aime le dessin. Et mon rêve, c'est d'être architecte, parce que j'aimais représenter les trucs quand je vois, je dessine et tout et tout. Et aussi, j'aimais beaucoup la nature, le paysage, surtout plus les fleurs. Et dans notre culture, le henné est beaucoup symbolique. Raison pour laquelle je me suis lancée au dessin du henné. J'ai commencé à travailler en décembre à Yafé. Je dessinais du henné et ça m'a beaucoup rapporté. Ça fait déjà 4 ans. Ça m'a beaucoup rapporté et parce qu'à la base, je dessinais gratuitement. J'ai fait de ça comme un business et je me suis en sortie. Raison pour laquelle j'ai créé ma marque. Donc, j'ai créé mon entreprise Adira Henné Design. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît beaucoup plus dans cet art-là? Puisque le henné, c'est l'art en fait. Vous dessinez, ce n'est pas donné à n'importe qui. Qu'est-ce qui vous plaît beaucoup plus dans cet art? Bon, déjà, le henné, ça m'aide à m'épanouir, ça m'aide à déstresser. Quand je dessine, je me soulage un peu. C'est comme une forme de soulagement. Comme d'autres, leur hobby, c'est jouer au tennis, au game et tout. Pour moi, mon hobby, c'est le dessin. Plus précisément, le henné. Le henné, je me libère. Je libère mes frustrations, je libère ma colère, ma tristesse à travers les dessins. Et aussi, je suis, je ne sais pas si je peux dire accro, je suis accro au dessin du henné. Quand je vois quelqu'un, sa main est vide, ça me donne envie de dessiner, d'embellir sa main. Et pourtant, vos mains sont également vides. Elles ne contiennent pas de dessin. C'est pas vide. Non, c'est pas vide. J'ai un ancien dessin là sur la main. Ah, d'accord. C'est caché. Et mes mains sont presque toujours tachetées de produits.
Voilà, puisque vous passez le temps à dessiner. Est-ce que vivre de cette activité est donc facile pour une jeune entrepreneur comme vous? Je dirais très très facile. Pourquoi? Wow. Parce que le henné, c'est pas un truc à temps plein. Le henné, c'est pas occasion, c'est occasionnel. En période de fête, mariage, événement, anniversaire, on me contacte et le dessin en elle-même ne prend pas trop de temps. Disons 5 minutes et 10 minutes pour que ça sèche et le tour est joué. Et comme j'ai cette facilité de dessiner, j'ai déjà la main, du coup ça passe très vite. Je peux me retrouver en train de dessiner 10 personnes en 1 heure de temps. En 1 heure de temps? Oui, les mains, les pieds. Aujourd'hui, quel type de clients vous contactent? C'est tout le monde ou vous avez vraiment un public des clients bien précis? Je voulais dire que vous ne dessinez pas à tel, mais plutôt à telle peut-être tranche de société, peut-être les plus vulnérables ou encore les plus nantis ou alors le citoyen lambda. Vous dessinez à tout le monde ou bien vous avez des particularités? Bon, moi je dessine à toute personne et tout citoyen lambda trouve son compte chez moi. Que ce soit chrétien comme musulman. Parce que le henné, c'est un peu comme une forme de tatouage, mais sauf que ça a courte durée. C'est un produit, c'est un liquide, une pommade qu'on applique sur la peau. C'est pas nocif pour la santé, ce sont des produits naturels 100%. Bon, du coup, je dessine souvent à tout type d'âge. Et je suis souvent beaucoup plus rigoureuse sur la qualité de la peau. Si je constate que la personne a utilisé les produits, une peau fragile ou bien s'est décapée en fait, à changer de peau. Là, je saurais quelle quantité de produits, de dosage à mettre dans le mélange du henné et connaître quelle qualité de henné je peux dessiner. Parce qu'il y a un style d'henné qui est bien pour tout type de peau, il y a l'autre qui est sélectif et ça coûte plus cher par rapport à l'autre. Donc, je suis beaucoup plus rigoureuse sur ça. C'est ça qui fait ma spécialité. Donc, je peux dire que je suis comme une sorte de dermatologue. Genre, j'étudie ta peau. Au hasard, avant d'être dessinée. Parce que j'allais vous poser la question, beaucoup se sont déjà plaints qu'après le dessin du henné, les peaux ont gonflé, il y a eu des ampoules et tout. Je ne sais pas, il y a une de nos collègues ici, malheureusement, elle n'est pas là. Elle a dessiné sur son bras et puis elle a eu des blessures et tout. Par là, je voulais donc vous poser la question de savoir comment on fait pour ces personnes qui sont très très fragiles et ces personnes qui ont souvent, comment on appelle ça, Audrey, qui sont allergiques à certains produits. Là, maintenant, vous nous rassurez que vraiment il y a certains types. Et ça a toujours donné, personne ne s'est jamais plaint après avoir été dessiné par vous. Bon, déjà, j'avais eu, je pense, le nombre de plaintes, on peut les compter. J'avais eu certaines plaintes. Et là, la faute, c'était pas moi, c'était le client. Parce que le client a cette habitude de nous tromper. Quand je te demande si tu t'es décapé, c'est pas pour te stigmatiser ou te frustrer. C'est pour connaître la qualité du produit que je vais mettre sur toi. Quand tu me dis que c'est ton teint naturel, moi, je sais que non, ça va. Le henné de la boîte verte, si ça peut aller, parce que c'est tout type de peau. Parce que je suppose que tu as encore la première peau protectrice, l'épiderme. Quand tu me dis que tu t'es pas décapé, et il reste le derme. Et le derme, c'est une peau très fragile, c'est un peu comme un plastique. Donc du coup, si on blague avec, ça peut enflammer et créer des réactions. Donc du coup, elle m'a trompée. Si je peux utiliser le terme, elle m'a trompée. Elle m'a dit qu'elle n'a pas fait de décapage. Et voilà, j'ai dessiné le produit. Ça a enflé. J'ai commencé à culpabiliser. Après, oui, au cas où. Et puis, c'est une amie qui m'a dit que bon, c'est sa tante, elle connaît sa tante, elle utilise les produits décapants et tout. Ça m'a un peu rassurée, mais depuis ce jour... C'est pas vous le problème. Oui, mais c'est quand même une plainte. Oui. Donc, c'est un peu le style de plainte que j'ai eu concernant le henné. Il y a aussi deuxième type de plainte. Genre, quand tu dessines le client, tu dis au client, reste sur place. 10 minutes pour que ça sèche. Le client va marcher partout. Le produit va se mélanger. Il va dire que non, son dessin est raté. Et pourtant, il n'a pas respecté les consignes. Voilà. Et c'est aussi ça. Donc, vous pensez que le henné, c'est juste l'art aujourd'hui, alors c'est un signe de beauté ou encore même de tradition chez certains peuples d'Afrique? Oui, effectivement. Le henné, à la base, c'est un style de beauté. Et chez nous, plus précisément chez nous les musulmans, notre culture, la femme s'embellit avec le henné. Le henné,
religieusement parlant, chez nous, d'après le prophète, paix et salut sur lui, a dit: femmes, embellissez-vous au maximum devant votre mari, rendez-vous belle. Et le aîné, c'est une sorte de nyanga, comme on dit souvent. Pour nous, les femmes voilées, les femmes musulmanes, le aîné, ça embellit les mains et aussi ça fait la différence entre la main de la femme et la main de l'homme. Ah bon? Oui, chez nous, les musulmans, vous voyez toujours, elles ont toujours les dessins, ou soit le vernis rouge au doigt, les feuilles écrasées là. Oui, c'est une sorte de différence entre la main de la femme et la main de l'homme. La main de la femme doit toujours rester embellie. Voilà, je ne sais pas, Audrey, si tu avais rapidement quelques questions à poser à la... Alors, une question, c'est vrai que la question que je voulais lui poser, elle avait déjà répondu parmi tant de... Mais est-ce qu'on peut avoir, par exemple, peut-être les prix, comment ça se passe, comment faire... Bon, déjà, le henné à là-bas, moi, j'ai dessiné le henné la main à 1000 francs. Ah, d'accord. La main, c'est n'importe quel dessin. Bon, ça dépend de l'affinité, hein. Ah d'accord, ok. Si vous êtes une cliente lambda comme ça, là, je prends un modèle simple, c'est 1000 francs. Un modèle compliqué, style mariage, 1500 la main. Je ne suis pas chère. On dit souvent qui vend moins cher vend beaucoup. Ouais. C'est ça. Et les pieds, parfois 1500, parfois 2000, ça dépend. Parce qu'il n'y a pas seulement le henné pommade, il y a henné poudre, on mélange avec... de l'eau avec autre chose pour rougir la plante des pieds et consort. Donc le prix connu du henné c'est 1000 francs. D'accord. Laissons le henné puisque vous êtes multitâche. Parlons maintenant prenons la casquette de la femme qui donne les répétitions, de l'enseignante, disons-le comme ça, celle qui transmet son savoir aux jeunes qui en ont besoin. D'où vous est venue cette idée de vouloir transmettre? Quel a été vraiment le pic, ce qui vous a amené à vouloir transmettre en fait? Comme je vous ai tantôt dit, j'ai commencé à transmettre mon savoir dès le secondaire. Bon, à la base... Oui, qu'est-ce qui vous a amené à le faire? C'était quoi l'élément déclencheur? Vous êtes resté, vous êtes dit, mais... Je sais beaucoup de choses. Pourquoi ne pas transmettre ça à mes cadets et parfois même à mes aînés? Quel a été le déclic? Voilà. Déjà, ce qui m'a motivée, c'est plus j'enseigne, plus j'apprends. Oui. C'était comme une sorte de révision pour moi. Bon, quand je travaille souvent avec mes camarades, je mets tenir la craie. Parce que plus j'écris, plus j'explique et plus je retiens mieux. Et... grâce à ça, mes camarades aimaient me donner les compliments. Non, tu es une max, on peut ouvrir un groupe de répétition, les trucs comme ça. Et mes aînés académiques qui tenaient certaines classes, quand peut-être ils n'étaient pas libres comme ça, là, ils m'appelaient souvent, viens travailler avec les enfants de la 4e, un peu. C'est comme ça que j'ai commencé à créer mon propre compte. J'ai travaillé avec les enfants de la 3e, 4e, seconde C. Je les guidais souvent et j'avais ma petite motivation à la fin. Voilà, aujourd'hui, c'est juste le premier cycle ou alors c'est premier, second cycle, primaire également, supérieur, ou alors à quel niveau s'adressent vos cours? Bon, c'est de la CIL en terminale C. De la CIL en terminale C? Oui. Bon, de la CIL au CM2, c'est suivi général. Oui. De la 6e en terminale C. Bon, de la 6e en 3e, c'est suivi général. De la seconde C en terminale C, c'est maths, physique, chimie. Et parfois anglais, parce que j'ai eu un BPC bilingue. Voilà. Quelles sont les principales difficultés que vous observez chez les élèves aujourd'hui, lorsque vous donnez vos cours de répétition? Bon, les difficultés que moi je rencontre, c'est globalement la paresse. C'est la paresse. La grosse difficulté. La grosse difficulté, c'est la paresse. D'abord, je suis quelqu'un qui aime l'être humain de nature et j'aime les enfants, raison pour laquelle j'ai cette facilité de transmettre le savoir. La plupart des classes que je passe pour enseigner, les élèves m'apprécient beaucoup plus. C'est pas parce que je suis très jeune et je fais genre leur âge, nous sommes amis. C'est parce que non, j'ai cette facilité-là de transmettre, de telle sorte que si je transmets à quelqu'un de la même manière qu'on m'a transmis, ça va aller. Donc, et j'ai toujours voulu donner cette image de moi, du meilleur prof. C'est pas pour me donner les éloges, mais chaque classe que j'arrive, le premier jour est très important. Il faut d'abord se démarquer le premier jour.
C'est à partir du premier jour que les élèves t'apprécient ou pas. Si tu commences mal ta première journée, les élèves ne vont pas comprendre ton cours. On a l'habitude de dire que bon, je n'aime pas la tête du prof de maths, son cours m'énerve même. Tout c'est le début. Et j'essaie de captiver les élèves dès le premier jour, en leur donnant une motivation et en leur racontant mon parcours scolaire, même quand je ne raconte pas tout, mais les points essentiels, les points clés. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes une jeune femme qui entreprend dans plusieurs domaines. Qu'est-ce qui vous pousse à être aussi active, sachant que la femme a beaucoup de choses à faire, à part son rôle au foyer, les enfants et tout, mais vous portez aussi plusieurs casquettes. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à être aussi active? Ce qui me pousse à être beaucoup active, c'est quand je regarde derrière moi, quand je regarde ma famille, d'où je viens. Ouais. Bon, ma source de motivation sont mes parents, beaucoup plus mes petits frères. Beaucoup plus mes petits frères. Je n'aimerais pas qu'ils rencontrent la même souffrance que j'ai eue. Quand ils disent souffrance, c'est pas genre me maltraiter. Je sais que je n'ai pas eu la chance d'avoir tout, d'être gâtée comme certains enfants parce que mes parents n'avaient pas assez. Raison pour laquelle j'aimerais que mes petits frères, quand peut-être ils parlent de leur grand, ils disent que non, ma grand-sœur me donne ceci. J'aime ça en fait. J'aime être utile. Voilà, utile pour les autres. Utile pour les autres. Voilà, servir aux autres. Où est-ce qu'on peut donc vous contacter si on veut avoir un dessin inné, quel que soit notre événement, et même si on a besoin vraiment de soutien par rapport au cours de répétition? Bon, vous pouvez me contacter sur le numéro suivant 683 84. Allez parler un peu plus fort. Vous pouvez me contacter sur le numéro 683 84 15 31. Je réside au rond-point Express. Et aussi, vous connaissez la structure Sera d'éducation. C'est une entreprise de cours de répétition. Oui. Ils sont beaucoup plus en ligne. Bon, ils font souvent les publicités en ligne et tout. Ils ont une plateforme et tout. Et leur siège, c'est en Vannes. Je travaille pour cette entreprise aussi. C'est vrai que j'ai mon propre Serad Éducation. J'ai mon propre compte et je travaille aussi pour cette entreprise. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous savez, on ne peut plus s'en passer. Aujourd'hui, vous avez un compte Facebook, WhatsApp, TikTok, un email. Vous pouvez communiquer, on peut facilement vous joindre, à part votre numéro de téléphone. Je compte créer une page. Donc, vous n'avez pas encore de page. Maintenant, si on veut vous contacter, c'est juste par votre numéro de téléphone ou encore par le groupe Serad. Oui, parce que je suis parmi les meilleurs encadrants de cette entreprise. D'accord. Est-ce que vous pouvez reprendre votre numéro très rapidement? 683 84 15 31. Voilà un message à adresser à nos jeunes auditeurs ou auditrices qui nous écoutent, ou même aux parents, pour les encourager à pouvoir faire sortir le talent ou bien le génie qui dort à leur enfant. Ok, d'accord. Comme message que je peux passer aux jeunes téléspectateurs, c'est d'encourager l'éducation de la femme. Parce que la femme a besoin d'être instruite. De nos jours, on banalise ce point phare. L'éducation en elle-même, c'est la clé du succès. Et aussi, dans nos cultures, on banalise beaucoup l'éducation de la femme en disant que la femme doit rester à la maison. C'est tout ma culture. La femme doit rester à la maison, c'est l'homme qui doit travailler, alors que ce n'est pas ça. Quand la femme travaille, ça booste le couple en fait. Quand la femme travaille, ça permet d'évoluer plus dans le foyer. Et elle ne dépend pas à 100% de l'homme. Donc, c'est un conseil que je peux donner. La femme, c'est celle-là, non seulement qui s'occupe de l'éducation des enfants à la maison, c'est aussi celle-là qui prépare l'avenir de ses enfants. Voilà, merci Adira pour vos précieux conseils. Surtout les femmes qui pensent encore que la femme ne doit qu'être à la cuisine et que certaines cultures dévalorisent encore la femme. C'est bien, comme vous-même vous êtes arrivé aujourd'hui en disant que c'est plus le cas. C'était avant à l'époque et aujourd'hui les mentalités ont évolué, elles ne sont plus rétrogrades. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre partage ici sur ce plateau. Ça aura été plus d'un, je vous assure. Beaucoup vont s'inspirer à travers vous encore. On se dit à très prochainement sur le
le plateau de Au Féminin. Vous êtes la bienvenue. C'est quand vous voulez. Alors, quand vous allez nous dessiner, on va présenter bien sûr aux téléspectateurs. Et malheureusement, les auditeurs ne pourront pas voir, mais on dira que c'est Adira qui l'a fait. Si vous êtes intéressé, vous pouvez la contacter et puis votre numéro sera véritablement affiché et même donné ici sur le plateau de Au Féminin. Alors, on vous raccompagne en musique et derrière, nous continuons avec notre sujet inscrit à l'ordre du jour. Ma chère, ton gars avec des tatouages là, ça ne marche pas chez nous. Je pense que ça ne pourra pas aller en tout cas. Papa, je l'aime. Il m'a même promis qu'on ira vivre ensemble. Sacrilège. Hey, Anamoula, oh. Sucker Beats and Master. Black Mozart Production. Bwanewa emeti waruke na look. Le cœur de papa Manao. Papi Ngombe. Papa la Swanda, Azuma Selena, Ouang Somano. Akame de Biakanga, ça fait des années, et de Rio Kenalou. Bébé, il boit de Bossaman, de Retou et Toké, mais Bosswanaya. Pour ma petite vélo, moi je ne veux patienter. Demandez ma yol, demandez ma petite trouble. Demandez ma yol, allons ma beau monsieur, le ma beau vion reste. Imaya kange bwanewa, Imaya kange bwanewa, Imaya kange bwanewa, me kange bwanewa, me tiwaru kenalu. Vraiment, ça fait pas sérieux. Tu sais
De retour sur le plateau de Au Féminin. Si vous venez de nous capter, vous faites bien de rester sur la plus belle des radios 87.7 et vous qui nous suivez à travers nos plateformes Facebook, vous êtes priés de rester en direct et de réagir parce que le sujet du jour est autonomisation de la femme. Pourquoi certaines traînent-elles encore le pas? Voilà, nos téléphones sont ouverts. Les numéros sont le 693 87 67 90 ou le 691 29 50 22 par appel WhatsApp, SMS, comme vous voulez. Ici, on vous écoute et on ne juge pas, on communique et on échange sur le plateau de Au Féminin puisque c'est cette émission qui vous rassemble et qui nous ressemble encore sur ce plateau. Et depuis plusieurs années, on a constaté qu'on parle plus de l'autonomisation de la femme. Dans de nombreux pays, des politiques et des associations sont mises en place et voire même encore le jour donc pour encourager la femme à être indépendante, à oser et à entreprendre, à prendre elle-même ses décisions pour leur vie et à occuper leur place dans la société. Mais pourquoi beaucoup de femmes traînent encore le pas aujourd'hui? On se pose la question, est-ce qu'elles ne sont pas mises sur un piédestal? On se pose cette question aujourd'hui et on va répondre sur ce plateau de Féminin. Vous aussi, réagissez. Est-ce que c'est pas manque de moyens, pas peur de sortir de leur zone de confort? Est-ce que c'est parce que nos traditions l'ont toujours imposé depuis la nuit des temps? Est-ce que c'est parce que nous avons toujours été dans une société patriarcale qui mettait la femme derrière, mais plutôt l'homme en avant, que la femme s'est réduite à son seul rôle de faire des enfants et de rester dans le foyer? On va essayer de balayer toutes ces questions et de trouver des réponses ici sur le plateau voilà, de Au Féminin. Odringa, quand on parle d'autonomisation de la femme, à quoi, fait-on référence? Voilà. Alors, moi, je pense que quand on parle d'autonomisation de la femme, on parle finance, on parle de liberté, on parle de choix de vie, de choix de carrière et surtout on parle de beaucoup plus d'indépendance, d'indépendance féminine surtout. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de femmes traînent encore le pas? Nous voyons des femmes qui n'osent pas, qui se disent que la femme n'a pas besoin de faire tout ceci. Elle doit être choyée par l'homme. Tout doit être donné par l'homme parce que ça a été même scellé depuis la nuit des temps à travers ce que Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Encore que c'est homme peut-être avec grand H et non peut-être l'homme qui est le masculin du féminin. Pourquoi ces femmes-là se réduisent juste à leur, je sais pas, à leur genre qui est la femme et elles se disent on ne doit pas travailler, elles traînent le pas et puis on retrouve des femmes aujourd'hui qui n'ont rien à proposer, rien à faire. Alors moi je pense que pour certaines en 2026 c'est la paresse de dépendre de l'homme, de choisir, de ne rien faire, de tout attendre à la maison. Je pense que c'est la paresse. Pour d'autres, ça pourrait être le manque d'opportunités ou le manque même d'idées. Il y a des femmes qui n'ont pas d'idée de projet. Il y a des femmes qui ont besoin d'être épaulées, qui ont besoin qu'on leur tienne la main, qu'on leur dise fais ceci, tu peux faire ça, ça pourra te rapporter ça. Donc je pense qu'il y a l'ignorance dans ça. Mais surtout, vraiment, en 2026, c'est beaucoup plus la paresse. Ne pensez pas aussi qu'Audrey, que peut-être c'est la peur de l'échec et le manque de confiance aussi en soi. On se dit, si on part, si on s'en va, et si on échoue, qu'est-ce qu'on fait? Je vous prends un exemple. Nous avons vu sur le net où certains blogueurs et même blogueuses ouvrent parfois des prêt-à-porter, des business rentables. Et du jour au lendemain, on voit ces business-là voler comme ça en fumée. Parfois, on les voit cambrioler et tout. Et celle qui, peut-être, avait cette idée même, se dit, pourquoi aller investir autant d'argent? Pourquoi sauter le cap si demain, vraiment, j'échoue et que tout part comme ça en fumée? Est-ce que ce n'est pas toujours aussi la peur de l'échec et le manque de confiance, Audrey? Alors moi, je dirais peur de l'échec. Oui, c'est normal qu'on ait peur d'échouer, qu'on ait peur de commencer quelque chose et qu'on n'aboutisse pas. Mais ces mêmes femmes qui ont peur de l'échec-là ont des figures, ont des femmes qu'elles admirent. Donc, elles ont des femmes qui sont des modèles pour elles.
Aujourd'hui, si ces personnes, ces femmes, qu'on dit femmes milliardaires, femmes entreprenantes, femmes entrepreneurs, femmes businesswoman, nous racontent leur parcours, mais je vous assure qu'on restera ébahis que, ah non, mais malgré tout ça, comment est-ce que vous avez fait? Vous avez tenu le cap. Donc, l'échec, c'est un sentiment normal. C'est normal de se dire, je vais prendre mon 50 000, je vais investir, et après, tout va aller dans les centres. C'est normal, mais ça devrait être un boost. Avoir peur d'échouer, avoir peur d'échouer, c'est de ne pas être ambitieux. Oui, il y a certaines femmes qui préfèrent rester dans leur zone de confort, comme ça. Comment vous pouvez justifier ça? Qu'une femme veuille rester dans sa zone de confort, dans son cocon, et se plaît dans ça, sans toutefois être une femme ambitieuse, qui ne va pas plus loin que le bout de son nez? Alors, je dirais, ça dépend. Si vous êtes, par exemple, dans un foyer où vous n'êtes pas stigmatisé, vous n'êtes pas frustré, vous avez un homme qui vous donne ce que vous demandez. C'est normal que vous voulez vraiment vivre tel quel, vraiment rester dans votre zone de confort, d'être cette femme au foyer qui prend soin des enfants, juste du mari et d'elle-même peut-être, s'il y a assez d'argent. Mais maintenant, être une femme qui se retrouve peut-être dans un foyer avec un homme et des enfants, qui est consciente que ce que l'homme rapporte à la maison, c'est pas suffisant, mais qui choisit quand même d'être paresseuse, de rester à ne rien faire. C'est quand même être une femme, si je peux dire malsain. C'est manquer de volonté, c'est manquer d'ambition, et c'est de ne pas penser à l'avenir de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir un homme qui prend soin de nous, qui travaille, qui ramène et tout. Et s'il arrivait que cet homme-là tombe malade, s'il arrivait qu'il décède, les revers de la vie, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que nous sommes en Afrique, et nous connaissons parfois les mentalités africaines, quand il n'est plus en même vraiment d'accomplir ses devoirs en tant qu'homme. Qu'est-ce qu'on fait? C'est en ce moment-là que la femme qui a été envoyée par Dieu pour être l'aide de l'homme doit rebondir et doit essayer de substituer son mari pendant ce moment-là et pour pouvoir maintenir le cap de sa famille. Mais Audrey, on va accuser les femmes aujourd'hui que parfois elles sont paresseuses, parfois elles n'osent pas et tout. Mais chaque jour qui passe, on voit beaucoup le contraire. On voit des femmes qui ne dorment plus sur leurs oreillers. On voit des femmes qui se lèvent, on voit des femmes qui combattent et tout. Mais aussi, Audrey, est-ce que ce ne sont pas nos traditions? Et surtout en Afrique, nous sommes habitués nous sommes dans un régime un tout petit peu patriarcal où on se dit que la femme peut-être n'a pas droit à beaucoup de choses et c'est l'homme, et donc beaucoup plus d'opportunités sont données aux hommes qu'aux femmes. Parfois même dans nos familles, quand on voulait inscrire les enfants à l'école, s'il y avait peu d'argent, on préférait d'abord mettre l'homme à l'école et laisser la femme, disant que la femme va aller en mariage, c'est l'homme qui doit porter sa famille. Mais beaucoup aujourd'hui voient déjà qu'ils n'avaient pas raison, parce qu'autant l'homme peut sortir sa famille du trou, autant la femme peut également le faire. Est-ce qu'on ne doit pas pointer du doigt nos traditions aussi, qui sont aujourd'hui un peu dépassées avec la modernisation du monde? En fait, moi, je pense quand même que nos traditions ne se sont pas projetées. Nos traditions ne se sont pas projetées sur 50 ans, sur 100 ans. À quoi va ressembler le monde? Que deviendront les hommes? Comment seront les femmes? Qu'est-ce qu'on va attendre de l'être humain? Nos femmes ne se sont pas posées. Elles sont restées braquées sur l'instant, les moments, les années qu'elles vivaient. Aujourd'hui, on se retrouve coincé, parce que même si les choses essayent quand même de changer, où avant on mettait beaucoup plus l'homme en avant que la femme, les choses changent, mais il y a quand même encore des tribus où c'est compliqué. Comme l'invité disait, que beaucoup de femmes, quand moi je l'ai vu, elle a dit musulmane, là beaucoup plus les communautés musulmanes, c'est quand même compliqué pour les femmes de prendre les devants, de décider, de faire des choix même déjà. Chez elles, les femmes subissent beaucoup plus. Elles n'ont pas beaucoup droit à la parole, elles n'ont pas le choix. C'est vrai que les choses ont changé, mais avant c'était, on trouve... à peine tu accouches ta fille, il y a quelqu'un qui est déjà venu réserver pour le mariage. La femme était tellement réduite au mariage, encore que ce n'est pas une mauvaise chose. Si la femme
on décidait même de réduire la femme au mariage, il fallait lui dire oui, tu dois te marier, mais à côté de ça, tu dois faire tant. Le mariage fait partie des réussites, mais c'est pas la première réussite. Ce n'est pas l'accomplissement. C'est pas l'accomplissement d'une femme. Et maintenant, pour les familles qui investissaient beaucoup plus sur les hommes, comme on dit souvent, il y a le revers de la médaille aujourd'hui. Moi, j'ai comme l'impression que beaucoup de traditions se perdaient. Investir sur l'homme, c'est disant que l'homme prendra soin de notre famille, mais c'est se mentir. Parce que l'homme est appelé à prendre soin de la famille, de la femme qu'il va épouser. On voit les hommes s'investir beaucoup plus dans les familles de leur épouse. Parce que je vous assure que vous, en tant qu'homme, vous êtes beaucoup plus mis en avant dans votre belle famille. Si vous prenez vraiment, la belle famille, c'est mettre l'époux de leur fille en haut. Comme on dit souvent que quand tu te maries quelque part, mais la famille de la femme te voit comme le meilleur beau-fils, le fils le plus... Pourtant, dans votre propre famille, on vous néglige même. Donc, les familles aujourd'hui se sont rendues compte que, ah non, on investissait sur les hommes et ils nous oubliaient. Pourtant, les femmes sur qui on n'investissait pas, ce sont celles-là qui pensent à nous, qui peuvent dire à leur époux, non, mais il y a ma mère, il y a. Et dites-vous qu'il y a même des femmes qui rappellent à leurs conjoints qu'ils sont des familles, parce qu'il y en a quand ils se marient, ils oublient leur famille. Pourtant, les femmes non. Famille. Mais ils te diront que la famille qu'on crée est plus importante que la famille d'où l'on vient. Encore que c'est vrai. Voilà, ils beaucoup te diront... ont compris. Avant, c'était pas ça. Beaucoup sacrifiaient leur famille qu'ils ont créée pour leur famille de provenance, si je peux dire comme ça. Donc, Audrey, l'autonomisation de la femme aujourd'hui aussi crée beaucoup de tensions parce que les femmes ont pris leur destin en main dans les couples. Voilà, la femme qui est très émancipée, voilà, parfois elle crée des tensions dans son couple. Comment on fait donc pour créer l'équilibre dans le couple pour que le mari ne se sente pas un peu très frustré par les ambitions que sa femme a? Alors, je pense qu'on devrait commencer par éduquer les hommes. Quand on se demande pas, les hommes n'étaient pas préparés. On a grandi dans... les hommes africains, surtout, ont grandi dans... Il faut travailler. Tu dois... En fait... je veux dire, les hommes africains ont grandi dans la place de la femme, comme on le dit, c'est à la cuisine. Ils n'étaient pas préparés à avoir des femmes chefs, des femmes présidentes, des femmes, je ne sais pas, entrepreneurs, des grandes femmes commerçantes et tout. Donc, aujourd'hui, c'est une claque qui se prennent dans... En plein visage. En plein visage. Donc, moi, je savais que je devais chercher l'argent pour avoir une femme qui va rester à la maison, prendre soin de moi, de mes enfants et tout. Mais les femmes, de plus en plus, se sont rendues compte qu'elles sont marginalisées dans leur couple. Donc, du coup, pour se sentir mieux et à l'aise, il faut qu'elles se cherchent. Qu'elles cherchent leur propre argent, qu'elles cherchent leur propre dû pour pouvoir être respectées. Parce que les hommes ne respectaient pas les femmes. On a l'impression que les femmes étaient respectées, sauf qu'elles ne parlaient pas. Elles n'avaient pas le droit de raconter, de dire ce qu'elles vivaient dans leur foyer. C'est pourquoi on pensait que non. Elles n'avaient pas droit à la parole. On les muselait complètement. Et c'est de bonne guerre que les femmes se cherchent aujourd'hui. Donc, Dieu merci. De plus en plus, on encourage les femmes à chercher leur argent. Vraiment, à dire à une femme que tu dois arrêter de travailler parce que ton foyer... non, c'est être méchant. Beaucoup de femmes ont subi. On a vu des veuves, on a grandi dans des familles où des tatas, des mamans ont perdu l'époux et ont vécu de la misère. Elles se sont retrouvées contraintes de faire certaines choses pour leur enfant. Pourtant, de plus en plus, on voit les femmes, les veuves même joyeuses. Parce qu'elles ont d'abord leur argent. Ça veut dire que Dieu, mais le jour où l'argent de leur époux arrive, tant mieux. Vraiment, elles utilisent ça et tout. Mais elles ont leur argent. C'est pourquoi les veuves sont de plus en plus joyeuses. Ça n'a rien à voir avec le fait que elles vont avec de nouveaux hommes ou bien à peine le mari est mort, elle a eu une autre relation. Non, c'est juste qu'elles sont financièrement indépendants. Voilà. Audrey, j'ai reçu quelques messages, mais alors très rapidement, on va les lire avant de prendre notre rubrique, le portrait du jour. Et il y a un auditeur qui dit, pour moi, certaines femmes traînent encore le pas parce qu'elles ont grandi dans un environnement où on leur a toujours fait croire que l'homme devait tout décider. Même quand elles ont les capacités, elles doutent encore d'elles-mêmes, encore cet environnement patriarcal. Il y a un autre message qui dit,
Je pense que parfois, c'est aussi la peur du jugement. Quand une femme devient indépendante, certaines personnes autour d'elle commencent à dire qu'elle est trop fière ou qu'elle ne respecte plus son foyer ou alors qu'elle se prostitue et donc ça peut décourager certaines femmes. Audrey, vous pensez que ces arguments-là sont convaincants pour décourager une femme qui veut aller de l'avant, qui a ses objectifs à atteindre? Moi, je pense que de plus en plus, les femmes sont préparées à être stigmatisées en entreprise, à être frustrées en entreprise. Mais on doit de plus en plus sensibiliser les femmes ou bien les encourager à ne pas lâcher prise. Vraiment, peu importe ce qu'on dira en entreprise. Il faut que les femmes, nous, qu'on le sache, les hommes n'étaient pas préparés à nous voir partager les bureaux avec eux, à nous voir partager les toilettes à être leur avec chef. eux, à être leur chef. Donc, forcément, ils sont prêts à nous écraser. À nous évincer. Oui. Voilà, il y a un autre message. L'autonomisation commence dans la tête. Si une femme croit en elle et décide d'avancer malgré les difficultés, elle peut réussir. Il faut surtout changer les mentalités. Oui. Donc, tout commence par la tête avant de se matérialiser. Il y a un dernier message, rapidement, on va le lire. Il y a aussi des femmes qui attendent qu'on les pousse ou qu'on leur donne tout. Pourtant, aujourd'hui, il y a des formations, il y a des associations, il y a des opportunités. Il faut parfois oser faire le premier pas soi-même. Oui. Voilà. Merci. Cet auditeur, vraiment. Voilà, vous voulez réagir à chaud? Oui, j'allais dire vraiment merci à cet auditeur d'encourager les femmes à se lever pour elles-mêmes, qu'elles n'attendent pas toujours qu'on leur donne le coup de pouce. Toi-même, intérieurement, quand tu restes chez toi, est-ce que comment tu fais pour ne pas penser projet, pour ne pas penser à faire quelque chose? Ces femmes-là, elles scrollent sur les réseaux. Ce sont ces femmes-là qui, je ne sais pas comment on dit, qui voient les créateurs de contenu comme des dieux. Des dieux. Oui. Parce qu'elles ne sortent pas, elles ne rencontrent pas les gens. Parce que plus tu rencontres les gens, plus tu sors de ta zone de confort. Et tu vois la vie autrement. Mais quand tu restes à la maison, ton homme rentre. Souvent, il faut même, les femmes comprennent de plus en plus que les hommes qu'elles ont à la maison ne sont pas les plus beaux hommes au monde. C'est quand tu sors, tu rencontres les hommes, tu te dis non, mais sauf que tu décides que ça, c'est mon choix que j'ai fait. Mais sauf, il faut dire aux femmes, il faut demander aux femmes de sortir. Ça fait que demain, tu seras avec l'homme que tu as choisi. Il y a des femmes à qui on impose les maris. Il y a des femmes, et après, les hommes se plaignent que non, elle est ceci et tout. C'est que le jour où elle découvre le dehors, mais elle a comme l'impression qu'elle a été trompée. Quelqu'un avait dit 30 ans dans le noir. Voilà. C'est par rapport aux choses comme ça. Encore que Audrey, le travail éloigne de nous trois grands mots, comme on l'avait dit, le vice, l'ennui et surtout le besoin. L'ennui tue plus que tout. Je vous assure que quand vous êtes oisif ou oisive, je vous assure que ça tue plus que tout. Vous ruminez des choses en vous et avec le stress et ça vous crée des maladies comme l'hypertension et tout ce qu'on voit. Voilà donc, chers auditeurs, autonomisation de la femme, pourquoi certaines traînent-elles encore le pas? Voilà le sujet qui meuble nos discussions sur le plateau des Hauts Féminins. Nous voulons également vous écouter. Vous êtes femme, pourquoi vous traînez le pas? Qu'est-ce que vous avez à apporter comme conseil à d'autres femmes qui n'aiment pas oser, qui n'ont pas l'esprit d'initiative? Et vous, chers hommes, est-ce que vous êtes d'accord avec l'autonomisation de la femme? Quel pouce vous pouvez donner à ces femmes-là pour vous aider au quotidien? Parce que pensez à l'avenir, pensez à vos arrières également. La femme peut être votre pouce, la femme est votre aide, comme Dieu lui-même l'avait institué depuis la création du monde. Donc les numéros sont les 6 93 87 67 90 ou le 6 91 29 50 22. Voilà, Audrey, c'est ça les numéros WhatsApp, appel ou SMS. Continuez à nous envoyer les messages. On va échanger sur le plateau de Hauts Féminins. Lève juste le curseur. Derrière, on revient avec le portrait de femme. C'est le moment de leadership sur ce plateau. De retour sur le plateau de Hauts Féminins, on continue avec notre rubrique alléchante, le leadership, qui part à la présence sur le plateau de Hauts Féminins, puisque nous faisons le portrait d'une femme d'envergure. Aujourd'hui, puisque c'est une affaire d'Odringa, elle nous dit encore que cette femme est une figure emblématique du paysage médiatique camerounais. Laurentine Assiga s'est imposée dans la sphère médiatique de par sa rigueur et sa passion pour le journalisme. Elle a marqué l'univers des médias au Cameroun, inspirant de nombreuses générations de femmes.
à s'engager dans ce métier exigeant, faut le dire. Son parcours témoigne d'un engagement constant pour une information crédible et au service du public. Alors, Audringa, est-ce que tu peux nous dresser le portrait de cette malheureuse Bien dame? sûr, Hilary, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui on parle de Laurentine Assiga, née le 29 mai 1974. Elle est une journaliste camerounaise et secrétaire générale adjointe de l'Union internationale de presse francophone, section Cameroun. Enfance et éducation, fille d'instituteur de langue française, Laurentine Assiga fait ses études primaires à l'école primaire Notre-Dame de Volé, 6 à Yaoundé. Ensuite, elle va au collège Vogt en 1988. En 1995, elle va poursuivre ses études secondaires au collège de la retraite où elle est responsable de l'information au club de communication. Ça veut dire qu'elle avait déjà l'information dans le sang. Oui. En 1997, elle obtient son baccalauréat au lycée général Leclerc. 3 ans après, Laurentine va débuter sa carrière au quotidien Mutation. En 2005, elle collabore avec la revue internationale L'Agora francophone internationale. 2 ans après, soit en 2007, elle intègre la team de la société de presse et d'édition du Cameroun, Sopecam, où elle sera nommée chef service des magazines le même jour. C'est-à-dire que vous intégrez une entreprise, vous avez une nomination. Le même jour. Le même Est-ce que jour. c'est pas frustrer les autres? Aussi. Elle coordonne aussi le magazine Nyanga, d'abord mensuel, ensuite hebdomadaire dans le week-end sport et loisirs. En 2012, elle fonde le réseau des journalistes culturels du Cameroun, en abrégé RJDC. Le réseau organise depuis 2020 le Grand Prix francophone Philly des médias et le concours de jeunes espoirs journalistes qui décerne le prix Bereka. En 2017, elle est attachée de presse du trophée francophone du cinéma. Elle est également attachée de presse de les marraines de l'ambassade de France au Cameroun. Alors ça, c'est super, hein? Comme on dit souvent, on nous le souhaite aussi, ce genre de parcours. Il arrive. Des années plus tard, Laurentine retourne sur les bancs de l'école. En 2021, elle obtient sa licence en journalisme obtenue à l'École supérieure des sciences et de l'information et de la communication du Cameroun, ESTIC. Cette même année, Laurentine Assiga participe pour la première fois au Festival international du film de Cannes. Audacieuse et travailleuse, Laurentine ne cesse de prouver au monde qu'elle mérite sa place dans la sphère médiatique. Oui, parce que nous les femmes, nous avons une place partout dans le monde. Il faut juste que les hommes nous permettent de travailler avec eux, surtout. Encore hier, Laurentine Assiga a été nommée rédacteur en chef des magazines édités par la société de presse et d'édition du Cameroun, Sopecam. Nous la félicitons ici sur le plateau. Oui, un grand bravo. Félicitations à Madame la rédacteur en chef de la Sopecam. Oui. Aujourd'hui, Laurentine est lauréate de plusieurs prix, récompenses, dont le prix de l'engagement féminin décerné à Yaoundé par l'association Femmes de Valeur en 2023 et le prix d'honneur international du prix Cultura en Côte d'Ivoire en 2024. Mère de 2 enfants, Laurentine Assiga parvient à associer vie privée et vie professionnelle, connaissant les rouages et contraintes que vivent les femmes dans le monde médiatique. Oui, c'est très dur pour nous, surtout quand on sait que la femme est censée prendre soin des enfants, peut-être de son époux et tout, et qu'aujourd'hui, vous avez des responsabilités, ce qui veut dire que si vous deviez rentrer à 18h, vous êtes contrainte de devoir rentrer à 22h ou 23h, voire minuit, et que les hommes, comme on dit, acceptent et que leur cœur reste ouvert de plus en plus. Je vais regarder la caméra et souhaiter que les hommes acceptent de plus en plus qu'ils peuvent avoir des femmes qui ont des responsabilités dans des maisons et qui pourraient rentrer un peu plus tard à la maison. Donc, le tout, c'est pouvoir à concilier travail et vie familiale. C'est tout. Alors, fort de sa belle plume, Laurentine est depuis 10 ans une journaliste incontournable dans le monde médiatique, surtout en culture. À son arc, plusieurs cordes, dont blogueuse, promotrice et événementielle. Laurentine allie passion et travail. À 47 ans, j'espère que j'ai bien calculé. 47 ans? Oui. 47. 52. 52, voilà. À 52 ans, Laurentine a prouvé que les rêves peuvent devenir une
réalité à condition qu'il soit suivi en amont des actes. Voilà. C'est tout pour le portrait, là. Bien sûr, Audrey, j'ai eu quelques informations ici que je n'avais pas. Quand je disais 52 ans, parce que vous avez parlé de 74. Oui, 74 et 52 ans en Oui. 2026. Et vous avez dit qu'elle est sortie dernièrement, donc en 2021, Oui. de l'école L'ESTIC, oui. supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, Oui. ESTIC. Donc, pour dire qu'Audrey, l'âge n'est qu'un chiffre. Un chiffre. Si aujourd'hui, en 2026, elle a 52 ans, ça veut dire qu'en 2021, elle avait Elle était dans la quarantaine. 47 Oui. par là. Oui. Et donc, Audrey, les femmes, aujourd'hui, quand elles atteignent 30 ans, elles pensent que tout est fini pour elles. Au contraire. Parce que les hommes vous ont dit que vous avez fané. Les hommes vous ont dit que vous n'êtes plus capable de faire certaines choses, alors que c'est même l'âge où vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Je ne tire pas sur les hommes, c'est vrai. Surtout que le Parce que réalisateur nous femme, menace. parce que la femme fan, là c'est vrai, Audrey, mais est-ce que la matière grise fan également aussi vite que le corps?